Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grand forum, un grand forum qui est destiné à nous faire rêver et plus précisément à faire naître les rêves de demain de tous les Guyanais et les Guyanaises. On a attendu patiemment que s'achèvent les campagnes électorales et autres, effectivement, promesses électorales pour inviter l'association Guyane Asso, hein, qui effectivement vous invite de son côté à assister jeudi prochain au rendu d'une opération qui a été initiée depuis plus d'un an. J'étais étonné, je n'en avais pas entendu parler avant. Depuis plus d'un an, destinée à valoriser l'innovation et le savoir-faire du territoire de Guyane. Start-up de territoire, c'est le label qu'a acquis Guyane Asso et c'est le titre de cette opération, Start-up de territoire, là où les idées deviennent des possibles. Start-up de territoire, accélérer les rêves, ancrer l'avenir. Start-up de territoire, révéler les talents, bâtir demain. Autant d'accroches pour décrire cette manifestation. Donc, je vous le rappelais, nous invite demain, jeudi 26, donc à l'accordeur, pour assister à une étape importante de la réalisation de cette opération initiée, je le rappelle, depuis janvier 2025. À l'accordeur, demain seront réunis les porteurs de rêves, on verra ce que ça veut dire, les citoyens, les acteurs associatifs, les élus et les institutions pour un travail collectif. Avec nous aujourd'hui, Jean-David Poquet. Jean-David Poquet, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'APROCEP, mais aussi en charge de Guyane Asso. Vous allez nous expliquer la différence entre les deux tout à l'heure. Et on en profite avec vous en fin d'émission pour parler d'un tout autre sujet, mais qui intéresse le monde associatif, puisque vous êtes aussi le délégué régional de l'UDES, l'Union des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et il y a des messages à faire passer sur ce sujet. Un deuxième sujet qu'on verra en fin d'émission. Mais revenons d'abord à Guyane Asso. Un mot d'ailleurs de cette association et de son leadership dans l'opération Start-up de territoire. Bonjour Jean-Paul, bonjour à nos auditeurs et nos téléspectateurs. Effectivement, merci de l'invitation, merci de parler de cet événement qui est une première au niveau de Guyane Asso et puis même de la Guyane et de l'Outre-mer en général, puisque c'est effectivement le premier territoire, la Guyane, à travers Guyane Asso, qui a été labellisé Startup de territoire. Donc un petit mot pour Startup de territoire, c'est une volonté d'amener à la coopération. La coopération, c'est pas de la collaboration, c'est pas je te donne et tu me donnes un service. La coopération, c'est plus compliqué au niveau des enjeux, c'est faire ensemble. Et justement, l'ensemble des acteurs, secteur marchand, entreprises, associations, élus et diverses personnes engagées, citoyens, peuvent venir pour faire remonter, justement, c'était toute la démarche et de la procédure de start-up de territoire qui a été relativement longue puisqu'elle s'est étalée, comme ça a été dit, sur un peu plus d'un an. Voilà, donc c'est un événement majeur et puis complètement innovant pour l'outre-mer. On est content de cette première. Oui, alors Start-up de territoire, c'est une opération nationale. Et je crois que la Guyane est d'ailleurs le seul territoire ultramarin labellisé. Pour l'instant, on est labellisé, effectivement. La Martinique est dans un processus de labellisation également. Et puis, on a voulu le remettre un petit peu au niveau de Guyane Asso. Alors, je vais faire une petite parenthèse, puisqu'il y a le groupe économique solidaire APROCEP. APROCEP, c'est une association guyanaise qui a démarré avec des anciens, avec M. Georges Chomec, Mme Émilie Gratien dans les années 95. Et puis, il y avait un salarié, puis deux, puis aujourd'hui, on est à peu près 400 salariés. Et on paie sur le poids économique à travers nos emplois. Et puis, on est un groupe. Ça veut dire qu'on compte 6 structures qui sont intégrées dans ce groupe. On a bien évidemment des groupements d'employeurs, puisque notre force est de générer de l'emploi pour les jeunes. Donc, on a un groupement d'employeurs profession sport et loisirs, et puis le GEC Jeunesse, qui favorise l'alternance dans une démarche, et puis qui regroupe environ 400 jeunes qui sont inscrits dans des parcours. On a Liane, qui est un chantier d'insertion sur les territoires de Camopi et d'Antekumpata, et qui répond à une dynamique de partenariat également avec le parc amazonien. On a également la conciergerie, qui s'occupe du bâtiment L'Accordeur, qui essaie de l'animer, qui a une dimension un petit peu plus large. Sans oublier qu'on a également un organisme de formation qui est autonome et qui propose des actions de formation pour tous les professionnels de la vie associative. Et on a cette structure Guyane Asso, parce que pour pérenniser l'emploi, pour faire du développement économique à travers l'appui des associations,
on estime qu'il manque vulgairement d'accompagnement des Ouais, structures associatives, ce qu'on peut appeler en métropole des maisons des associations. Des d'accord. structures où les associations peuvent venir chercher de l'information, avoir des espaces de travail. Et là-dessus, on déplore qu'il y a très peu d'offres de services, ni des gens, des services de l'État, ni aujourd'hui des compétences des collectivités territoriales. Mais cette structuration de la vie associative, c'est bien le socle pour Mmh. éviter de saupoudrer, de gaspiller l'argent public, amener les acteurs, les dirigeants, les présidents à se responsabiliser, à structurer leur méthodologie de projet sur la gestion des comptes, sur la communication, sur rétablir des rapports d'activité. Donc, Guanasso existe depuis un peu plus de 15 ans à travers le service d'appui à la vie associative. Ah d'accord, je pensais que c'était plus récent que ça, Non, hein. non, effectivement, non, non, une quinzaine d'années avec une grosse dynamique. Alors, tout le monde connaissait le SAVA, le service d'appui à la vie Oui, c'est ça, ouais, associative, ouais, ouais, ouais. qui était Mmh. mené par Marie-Monique pendant de nombreuses années. Guanasso fédère un peu plus de 200 associations adhérentes. Ça veut dire que c'est D'accord. des associations qui payent 30 euros d'adhésion pour bénéficier de services. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une structure qui est en fragilité économique, Mmh. puisque autant de la formation, on peut vendre une prestation de service, un groupement d'employeurs, c'est pareil, mais on ne va pas vendre de l'information. Et Mmh. c'est là où on souffre du non-accompagnement des financements publics. Et il y a un dossier qui traîne au niveau du pôle des affaires européennes de la CTG, au niveau du FSE, depuis 2023. Et donc, auparavant, jusqu'à encore un an, il y avait 4 salariés à Guyanasso. Et aujourd'hui, bah, on a dû suspendre tous ces emplois, bah, faute de trésorerie, puisqu'on a, Ouais. on a activé du fonctionnement pendant une année et demie. Mais maintenant, la trésorerie ne suit Aujourd'hui, plus par oui, rapport oui. aux procédures administratives qui sont beaucoup trop longues. Ça, je pense qu'on en reparlera dans un deuxième Oui, oui, sujet. j'avais l'intention d'en parler avec vous, parce que même d'élargir au monde de l'associatif. Et Mais maintenant, je veux juste dire un mot pour et de nos l'économie sociale et solidaire. Mais voilà, effectivement, mais c'est pas un problème qui est propre à propre à Guianasso, Guyanasso. oui, oui. C'est l'ensemble du secteur de Ouais. l'économie sociale et solidaire. Mais je dirais de manière plus générale, je pense qu'avec les collègues de la CPME, du MEDEF et de la FRBTP, c'est le C'est le même monde de constat. l'entreprise qui aujourd'hui Le est en monde de souffrance, oui. l'entrepreneuriat. Voilà. L'entrepreneuriat qui est en souffrance. Pour revenir à Guyanasso, il n'empêche que, comme c'est une structure du groupe, bah, il y a des acteurs communs au groupe, Mmh. comme Madame Mégane Geoffroy, qui a fait un énorme travail pendant un an pour porter et voir la concrétisation de ce dispositif Start-up Mmh. de territoire. Et la procédure, elle était longue parce qu'il fallait d'abord former un collectif de personnes sur la Alors justement, quels sont méthodologie. les partenaires dans cette opération? Les partenaires, c'est les acteurs. Les partenaires majeurs liés à la CAF, la Caisse d'allocation La caisse familiale, d'allocation familiale. parce qu'on revient à soulever le besoin des familles et des habitants au plus propre. On a la Fédération des centres sociaux Manioc, avec tout son réseau des centres sociaux qui sont présents sur l'ensemble du territoire, qui ont Pour l'essentiel, les centres sociaux municipaux ou non, non, ah d'accord, un autre. associatifs et Associatif municipaux, parce toujours, que oui. Mmh. les centres sociaux, il y en a qui ont un statut qui sont portés par des communes, et Mmh. puis il y en a d'autres qui sont portés directement par des associations en délégation de service public. Mais tous ces centres sociaux ont permis de faire une remontée, ce qu'on appelle une remontée des rêves. Et en fin de compte, c'est à inverser l'ordre politique et classique des choses. Ça veut Mmh. dire qu'on a parlé tout à l'heure récemment de toutes les élections et on a pu voir tout l'engouement et l'engagement, puisqu'il y avait un nombre de listes incalculable Important, oui, c'est vrai, 67. sur l'ensemble du territoire. Et puis derrière, des gens qui, Oui, qui près de s'intègrent dans ces listes. 1300, 1000, près de 1400 candidats, hein, c'est Mais donc, important. on peut observer qu'il y a une demande sur de l'engagement. Mais l'engagement, à un moment, c'était rappelé par un de vos confrères, il n'est pas uniquement que par la politique des collectivités. Chacun fait de la politique au niveau de son territoire. Et il y a beaucoup d'associations et de présidents Mmh. associatifs qui, au niveau de leur quartier, essaient de développer de la cohésion, essaient de développer, favoriser l'insertion des jeunes au niveau des territoires. Et c'est de la politique active. Mais sauf que dans notre processus, on a tendance à attendre alors à un échelon national. Souvent, on entend dire, même avec des volontés d'autonomie, on attend que l'État réponde à nos besoins financiers, à nos besoins d'ordre d'aménagement. On attend aussi que nos élus locaux répondent à nos attentes. Mais là, on essaie d'inverser. Donc, ça veut dire qu'on a voulu dire aux citoyens, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous avez besoin dans vos quartiers. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec énormément de remontées de rêves où effectivement les gens ils ont pu faire remonter ce qu'ils aimeraient voir et évaluer. On a eu un peu plus de 200 personnes qui ont répondu, écrit, D'accord. alors de manière utopique, de manière très pragmatique. Et maintenant, lors de cette soirée du 26 mars, donc jeudi demain, ça sera d'amener des professionnels et des citoyens pour, à travers
chose qu'on croit, ça veut dire de l'intelligence collective. Il n'y a pas un élu qui a raison et qui va pouvoir trouver une solution sur un territoire, mais c'est tous ensemble, le chef d'entreprise, le bénévole, l'habitant du quartier, peut-être l'élu qui vient en dehors de sa casquette d'élu, mais pouvoir à construire une solution existence la plus On va y rationnelle. revenir et Ouais. notamment peut-être rappeler plus précisément les grands thèmes qui ont été sélectionnés après cette enquête, donc qui a duré pratiquement une année, hein. Mais je voudrais poursuivre sur la démarche. Quelles ont été les différentes étapes? Alors donc Guyane Asso, donc association dont le rôle est de soutenir les autres associations de manière très pratique, mais évidemment qui connaît quelques difficultés aujourd'hui. Guyane Asso, start-up de territoire, ça a démarré en fait ici en janvier 2025 et il y a eu plusieurs étapes et une démarche construite, entre autres par Mégane dont vous parliez. Effectivement, c'est une démarche collaborative, donc former un SOP de volontaires qui s'intègrent et à travers le bâtiment, l'accordeur qui est la propriété un peu aujourd'hui du tissu associatif Mhm. puisqu'elle reconcentre une trentaine d'entreprises et puis une cinquantaine de salariés du monde de l'économie sociale et solidaire. Mais avant tout, ce bâtiment et ce projet a été labellisé par le ministère des Finances. C'est pas le ministère de la vie associative, par le ministère D'accord. des Finances comme un haut potentiel et labellisé à l'échelle pôle territorial de coopération économique. Ça veut dire que le développement économique sur le territoire, il n'est pas uniquement sur de l'entrepreneuriat marchand avec Mhm, mhm, mhm. quelqu'un qui va venir avec une baguette magique pour dire je vais faire de l'extraction de l'or ou je vais faire de l'extraction pétrolière et je vais enrichir l'ensemble du territoire. Ça croît énormément dans la coopération de l'ensemble des acteurs, de travailler sur des sujets communs. Et pour pas le citer, par exemple, on a beaucoup d'acteurs et l'un des meilleurs sujets, c'est au niveau de l'illettrisme, au Mhm. niveau de ce sujet de l'illettrisme qui concerne quasiment 40% de La la population, ouais. population. Mhm. On a différents partenaires tels que alors France Travail, mais il y a aussi Paris et Numérique, qui est une structure au niveau justement qui essaie de lutter contre l'illettrisme. Il y a également la préfecture qui s'est affectée, et puis des entreprises et des fondations d'entreprises comme Orange qui essaie de lutter effectivement à travers son service contre l'illettrisme et l'illectronisme également. Donc voilà, on a mis ensemble, tous ensemble, un centre d'évaluation qui s'appelle EVA, qui est à l'accordeur, et qui permet en fin de compte de détecter les personnes qui souffrent d'illettrisme, mais de manière plus pragmatique. On a fait le constat que quand on a ce problème, on n'a pas envie d'en parler à son employeur ni à sa famille. On a envie de le faire de manière anonyme, dans un cadre convivial. Donc c'est quelque chose de simple qu'on a pu réaliser, mais à travers un constat de différents acteurs, Mhm. entreprises, services de l'État, acteurs associatifs, pour proposer une offre. Et qui, cette offre guyanaise, est reprise au niveau national, parce qu'au niveau national, ils ont dit, ah ben ouais, on n'avait pas vu le prisme de cette façon, et effectivement, tout ce qu'on souhaite, bah, c'est de reprendre cette initiative locale et guyanaise sur l'ensemble des territoires Territoire. pour travailler davantage Et sur elle porte ses l'anonymat. fruits, question que vous posez, parce que ça fait un petit moment, hein, que vous travaillez sur ce sujet-là, que les choses, évidemment, sont censées s'améliorer, mais que ça semble malgré tout difficile. Le plus important, je dirais, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table. Ouais. C'est pas apprendre à ce que chacun travaille de manière isolée, les services de la CTG ou de la collectivité d'un côté, les services de l'État de l'autre côté, et puis il y a tous les organismes de formation Derrière. guyanais qui souffrent parce qu'ils sont aussi un petit peu isolés et ils attendent aussi une réponse ou un marché public dans ce système par rapport aux prescripteurs publics. Donc voilà, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Mmh. Mais cette acculturation à coopérer et faire ensemble, elle est récente. Pour nous, c'est le plus important. Lors de D'accord. soirées citoyennes de la sorte, c'est de dire que personne n'a la vérité. Mmh. Ni l'élu, ni l'État, ni certainement les associations ou le président d'association. Mais c'est se mettre tout le monde autour de la table, faire des constats, de manière en se basant sur de l'intelligence collective, travailler sur des scénarios pessimistes, optimistes, voir l'existant déjà de ce qui se fait, parce que souvent on Oui. méconnaît l'ensemble des initiatives qui peuvent se dérouler sur son territoire, sur son propre territoire. Donc voilà. Et même les médias, je dirais, Mmh. ont une partie prenante dans ce domaine parce que bah, ça permet de médiatiser, de communiquer. Et puis, à travers les supports médiatiques, ça permet de relayer des informations de manière plus large. Non, mais c'est clair que de toute manière, nous, on joue le jeu et vous le savez bien, en la matière, parce que ça nous apparaît important. D'ailleurs, vous venez à contre-pied d'une émission qu'on faisait hier avec, docteur Boris Lama sur, la problématique de la sous-valorisation de la connaissance collective guyanaise et aujourd'hui, vous recevoir dans cette initiative Start-up de territoire montre que derrière tout ce qu'on croit connaître, il y a plein de choses, qu'il faut connaître et qu'on ne croit pas. Je reviens sur cette démarche, hein,
pour la porter à la connaissance de l'ensemble des auditeurs téléspectateurs de Radio Télé Pays. Cette démarche, les porteurs de rêves quelque part, où êtes-vous allés les chercher? Est-ce qu'il y a eu des a priori? Est-ce que, je sais pas, vous êtes allés chercher que des jeunes, vous êtes, allés chercher que des gens, de la ville, Est-ce qu'il y a eu des a priori ou est-ce que vous avez eu l'occasion ou l'opportunité de balayer l'immensité de la Guyane? Alors, on a eu une représentation grâce au réseau Manioc et tous les centres sociaux de l'ensemble du territoire et on peut voir qu'il y a une très forte sollicitation dans des communes comme Saint-Laurent-du-Maroni, Mmh. Maripasoula, parce que le constat, on se rend compte qu'il y a une population démographique qui augmente, des besoins qui augmentent Puis jeune? et pas toujours les services qui suivent Mmh. par Ouais, rapport d'accord. à ces Ouais, constats. c'est Donc, l'absence de service. effectivement, sur la représentation territoriale, il y a eu un très gros effort de fait pour ne pas avoir qu'une vision cayeno-cayennaise Mmh. et au contraire aller jusque dans les communes, pas les plus isolées, mais dans l'Ouest et effectivement une très forte représentation dans l'Ouest. Et on avait en 2026 différents supports. On croyait beaucoup plus sur le support numérique Oui. qui a été sous-dimensionné par rapport au format papier et aux boîtes. En fin de compte, il y avait des boîtes classiques. La remontée des rêves, c'est juste écrire le besoin, le Ouais, c'est constat. ça. Et le format papier a très bien Bien fonctionné. fonctionné. Vous savez, je vous interromps, que c'est un constat qu'on avait fait à l'époque, je sais pas, vous vous en souvenez, c'était des gilets jaunes, Oui, avec les cahiers de doléances. complètement. Les cahiers de doléances ont été beaucoup plus riches en Guyane, Mm, mm, sur mm. le format papier que sur le format numérique. Allez, je vous ai Ouais, interrompu ouais, pour vous dire que complètement. c'est Mais un c'était fait également réalité. une surprise. Et puis ensuite, on a eu des schémas vraiment sur les besoins de la qualité de vie qui reviennent, sur de l'éducation, sur de l'environnement, toutes les thématiques. Alors Ouais, forcément, ouais, quand on j'imagine habite à qu'il y a Maripasoula, la ouais, notion bien du sûr. transport revient de manière récurrente. L'isolement, effectivement, lutter contre l'isolement, Voilà, effectivement. donc c'est ce qu'on dit, on n'aura pas les moyens, on va pas trouver une baguette magique pour construire un pont de Cayenne à Paris. Voilà, Non, on non, sera limité, mais par rapport à nos moyens, c'est important. Et puis à l'inverse, on avait tout ce recensement des besoins. C'est un outil pour les politiques qui est enrichissant, puisque mmh, ça permet de recenser, de faire ce travail de doléance, alors qui peut être fait dans le cadre des campagnes électorales pour faire un petit peu du porte-à-porte et recenser les besoins. Mais en fin de compte, on essaie d'inverser. Ça veut dire que partir sur une analyse on analyse vraiment au plus près les besoins des personnes pour faire remonter des solutions. Alors que on pense, et encore plus et il y a quand on est à... quelquefois des solutions qui sont imaginées trop haut et qui trouvent des applications malheureuses, D'où la nécessité de ouais. partir sur une forme d'autonomy, mais on Mmh. dépend beaucoup de politique Ouais, européenne, non, de ça c'est politique sûr. nationale, et on peut L'autonomie le étant voir totalement sur... galvaudée maintenant qu'on essaye de parler d'autre chose. Je voudrais alors par contre essayer de rentrer dans le vif du sujet par rapport à demain. On a encore 2 petites minutes, mais on y reviendra après l'interruption de midi, hein, donc ça sera dans 2 minutes, 3 minutes. Mais un peu en grande ligne, parce que c'est à partir de ces analyses, de ces remontées, que vous avez, identifié 6 ateliers, je crois, auxquels vous invitez les participants à cette journée de rendu, de restitution de demain soir. Effectivement, ça c'est vraiment, je rends les lauriers à la maîtresse de cérémonie, donc à Mégane, qui a vraiment travaillé et cru dans ce projet, parce que dans la conjoncture actuelle, sans moyens, juste avec de l'engagement, et puis des gens qui ont des priorités, avec des équipes, avec des membres qui partent, et puis des nouveaux qui reviennent, et voilà. Donc dans la conduite de projet, faut saluer vraiment tout cet engagement. Et effectivement, les 6 ateliers, alors on pourrait les citer, mais, Mmh. mais les grandes thématiques, Oui. c'est... au niveau de l'économie circulaire. C'est vrai qu'il y a un D'accord. énorme manque qui a été remonté. La seconde main en général, alors elle Oui. s'applique à différents outils, mais sur le recyclage des vêtements, des livres, de l'électroménager. Aujourd'hui, Ah on est oui? effectivement dans une... C'est devenu, on passe d'une, donc il y a une prise de conscience quelque part. Alors peut-être liée aussi à problématique de pouvoir d'achat, de la paupérisation, des attentes, mais donc on est passé de la société de consommation, à tout va, où on jette et puis on achète, à cette préoccupation d'une économie circulaire. Mais je pense que tout habitant guyanais, aujourd'hui, est complètement sensible à ce besoin D'accord. de développement durable, Mmh. de voir que la planète, elle arrive dans un cycle où elle a besoin d'être ménagée et que il faut trouver des solutions. Et, OK. et tout ce qui est recyclerie, valorisation
des anciens meubles, des anciens pulls, Ouais, des puis même anciens le t-shirts et autres. et même Qu'est-ce le qu'on en fait? partage, hein, le covoiturage, des choses comme ça, j'imagine. Mais poursuivons, on va développer un peu parce que Donc sinon on voilà, n'aura pas le temps de tout les citer. sources de solutions, elles sont là et de voir aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des acteurs qui interviennent, mais de Ouais. manière discrète et qui on pourrait reformuler ou développer leurs Ou actions aider ou de appuyer de dans leurs manière, actions, ouais. à étendre leur offre de service? Ou est-ce qu'il faut créer des structures ou s'appuyer sur des structures qui existent dans un domaine parallèle, mais qui pourraient élargir leur offre de service? En tout cas, il y a des vraies demandes. Ensuite, on l'a dit, hein, effectivement, c'est surtout sur la mobilité des La personnes mobilité, en situation en commune isolée, mais OK. sur des démarches. Alors, prendre l'avion, aller faire ses courses, aller à l'université si je suis jeune, mais pour toutes les démarches administratives au final. Mmh, mmh, Donc il y mmh. a beaucoup de porteurs de projets qui sont vraiment véhiculés. Alors c'est pareil, la soirée de demain, on va pas pouvoir créer une énième compagnie aérienne et peut-être qu'elle aurait un modèle économique Bah, viable. déjà qu'il y en a 2 que ça crée problème, alors qu'en Mais fait, à voir mon avis, ça peut-être avantage. comment il y existe des types d'innovations pour permettre à des gens qui sont sur Maripasoula ou Antekumpata d'accéder à des services de manière par des Mmh, intermédiaires, par une mmh, offre de services qui permettent de d'accord. faciliter Donc la mobilité, l'accès. donc l'économie circulaire, la mobilité, le troisième thème, il y en a 6, alors oui, il est déjà midi. Ah, Je vous ah, ah, interromps, ah, on revient après? on reprend la liste après la coupure, commerciale? Très bien. D'accord, restez bien avec nous, hein, donc on parle, d'une manifestation de demain qui doit permettre, à vos rêves de se réaliser. Vous allez, suivez-nous en deuxième partie. Rebonjour à toutes et à tous et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette émission dans laquelle notre invité veut nous faire rêver, en tous les cas veut nous permettre de réaliser nos rêves. C'est quand même une ambition très grande, vous inquiétez pas, il n'ambitionne pas de carrière politique chez nous. La campagne est terminée. On reçoit Guyane Asso qui nous invite donc dans le cadre d'une opération start-up de territoire sur laquelle la Guyane a été labellisée à participer à une restitution, une première restitution et de continuer le travail. Soirée organisée demain soir, jeudi 26 à l'Accordeur. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Accordeur, je veux dire que c'est la maison des associations. Bon, c'est un titre officiel, mais c'est l'ensemble qui se situe à l'ancienne sécurité sociale de Cayenne pour les plus anciens. Donc à l'angle de la rue du Capitaine Bernard, je crois. Et Justin Cataillé, c'est bien On va ça? dire non, Roland Barra Roland et Barra, puis je m'emmêle Cataillé, entre les 2. effectivement, Voilà, ouais, Capitaine c'est dans Bernard, la ça commence juste continuité. après. Voilà, et Roland Barra et Justin Cataillé. Voilà. Et on a parlé de cette opération, hein, une opération importante, qui dure depuis presque une année. Et on en était à évoquer les axes qui sont remontés des enquêtes de territoire, des enquêtes qui ont été faites sur le terrain, donc par Guyane Asso. Donc on a vu qu'il y a un axe fort et c'est compréhensible parce que vous avez notamment privilégié, pas privilégié, mais également, ce qui n'est pas toujours le cas, interrogé et recherché dans les communes de l'intérieur. Donc l'axe de la mobilité, de l'accès aux services publics est un axe évidemment pour tout le monde, mais là particulièrement prégnant. Et ensuite, j'étais étonné, de manière générale, l'économie circulaire qui serait remontée, preuve, s'il le fallait, que les Guyanaises et les Guyanais, en tous les cas ceux que vous avez interrogés, ont pris conscience de la transition écologique qui nous attend. Et il y a 4 autres ateliers. Il y a 4 autres ateliers et 4 autres je tiens ateliers. à rappeler encore que cette soirée est ouverte à tout le monde, Oui. jeunes, seniors, actifs, non actifs, chômeurs, tout le monde est invité à participer à cette soirée qui se base sur de l'intelligence collective. Ça veut dire que chacun sera amené dans des tables rondes avec des animateurs Mmh. qui vont les amener à donner différents scénarios, différents idées et voilà et donc on attend une très forte mobilisation. On a déjà une cinquantaine de personnes qui sont inscrites justement sur des thématiques parce que ils se sentent proches du développement durable, de l'économie circulaire, ce qu'on appelle la seconde main, mais qui est un sujet très sensible auprès des plus jeunes qui sont forcément c'est leur avenir, hein, la planète, donc qui donnent et qui sont sensibles sur ce sujet. On a Et également en autre sujet la consommation locale et soutenir les entreprises locales. ah bah voilà, j'allais vous le dire, mais parce que la problématique générale, hein, bon, puisqu'on sort de période électorale, vous savez, la problématique générale qui était d'ailleurs assez mal abordée, c'est mon point de vue, c'est chez tout le monde, c'est le pouvoir d'achat. C'est le C'est pouvoir d'achat. la pauvreté qui augmente, c'est l'accès à l'emploi. Et donc là, vous avez un atelier quand même. Il y aura des rêves qui vont être Complètement. mis sur la table, voir s'ils vont se réaliser. Donc l'atelier sur, et on est toujours sur un sujet d'environnement, c'est comment encourager la consommation locale et soutenir les entreprises guyanaises, Hmm. malgré les salons du tourisme ou les salons agricoles. Mais il y a cette volonté quand même de consommation made in Guyane.
Mais comment favoriser ces circuits courts aussi Ouais. entre les agriculteurs et les consommateurs, pas forcément en faisant des rapprochements avec le réseau de distribution, de la grande distribution qui travaille peut-être avec d'autres distributeurs. Mais voilà, et je pense pas que là-dessus, il y ait une résonance de prix. Ensuite, il y avait un autre point, puisqu'on est vraiment dans le lien social, c'était ce lien intergénérationnel qui se fracture, parce qu'on parle de plus en plus et beaucoup par rapport à la représentation de la jeunesse. Mmh. Et puis, on a une population de l'autre côté qui vieillit avec beaucoup de personnes qui vont devenir sur un statut d'aidant pour Oui, 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 accompagner oui, oui, la des dernière étude de personnes l'INSEE le montre bien, hein, qui sont en fin de vie. Voilà, donc il y a un apprentissage et c'est trouver des solutions pour rapprocher ces générations, dans le justement, domaine social, c'est ce qui est ressorti. Enfin, c'est en tout cas ce que vous ressentez, c'est qui est cette, domaine, et puis travailler aussi sur justement des sujets d'équité entre une population qui bénéficie d'un pouvoir d'achat et voilà, et avec des plus jeunes qui sont eux en phase d'insertion professionnelle et mmh, d'acquisition de savoir, de métiers et de compétences. La jeunesse, elle revient essentiellement aussi, hein, puisque mmh. il y avait un autre sujet qui prédominait, c'était justement le décrochage scolaire d'un bon nombre de jeunes, puisque D'accord. on a tout de même un tiers de la jeunesse guyanaise qui est sans diplôme, sans qualification, sans travail. Un tiers, donc on peut regarder de l'autre côté la violence, le trafic des mules, et qu'on peut déplorer et remettre des vigiles aux aéroports et aux abords des écoles. Voilà, la recherche de solutions, elle va plus loin pour aussi essayer de fédérer le corps enseignant, le rectorat, les éducateurs, les acteurs de la vie associative qui viennent en complément, et puis les acteurs de la famille. Mais on a des solutions guyano-guyanaises à vraiment rechercher, et dépendront pas, comme on le disait en amont tout à l'heure, avant la publicité, mais de directives nationales, mais uniquement par rapport à une prise de conscience collective des acteurs locaux. Mmh. Voilà. Et puis un autre sujet qui est revenu de manière régulière, c'est l'attrait au sport, puisqu'on est quand même un territoire sportif. Alors au-delà des aménagements des plateaux sportifs qui peut manquer sur certains quartiers, et là, dans ces cas-là, on laissera le soin à nos nouveaux élus Mmh. et aux nouveaux mandats de répondre à ces besoins d'équipement. Mais ensuite, c'est la création d'associations de quartiers pour développer une offre de services de qualité dans le sport. C'est pas juste mettre un plateau et puis laisser les enfants jouer tout seuls au ballon ou au basket, mais amener vraiment des valeurs éducatives sur ces services. Et on le voit aujourd'hui, c'est pas uniquement le tissu associatif. Il y a de plus en plus de salles de remise en forme, du crossfit, des acteurs de paddle ou des acteurs privés qui développent également de soccer time pour faire du foot. Mais Ouais. le principal, c'est que le plus grand nombre de la population revendique ce besoin de pratiquer du sport dans des conditions confortables, et puis pour les jeunes avec des valeurs et un encadrement, Au pourquoi pas final pour faire de la détection. alors en final, moi je alors peut-être qu'on va y arriver, alors je vais pas demander de spolier ni de dire, je sais même pas d'ailleurs s'ils existent. Mais en final, il y a rien de bien nouveau dans tout ça, les grands axes que vous avez fait remonter. Bon alors pour l'instant, c'est-à-dire que alors est-ce que c'est dans les rêves eux-mêmes? Puisque je rappelle, hein, qu'en fait vous avez collecté des desiderata, Mhm. collecté des idées, voire collecté des projets aussi et derrière, il s'agit de voir si on peut les mettre en forme et les mettre en action, à partir de la soirée de demain. Mais est-ce qu'il y a des choses, innovantes, originales, certaines choses qui vous ont marqué? Je dis pas qu'elles sont retenues, hein. L'innovation, c'est dans l'application, c'est à la suite justement de ce séminaire ou cette journée citoyenne qui va se dérouler demain à partir de 18h. L'innovation, on va la créer ensemble. D'accord. Il y a pas un magicien qui s'est glissé ou qui a pris un petit papier pour dire la solution, elle est là. Sur le point de vue économique, sur le point de vue de l'environnement, je pense que D'accord, donc il- c'est l'originalité de la on- démarche que vous avez par rapport à d'autres il y a c'est des vraiment opérations, hein. Pour c'est les vraiment startups, le il y en a eu d'autres. retour de la remontée des besoins qui Mmh. est exprimé par l'ensemble de la population. Et parfois, pour améliorer son quotidien, alors certes, je le prends tous les jours, j'espère que le pont du Larivot sera bientôt rétabli, et ça risque d'améliorer mon quotidien. Mais ensuite, il y a plein de petits facteurs de services, d'offres de services qui peuvent être proposés régulièrement pour améliorer. Je pense que aujourd'hui, par exemple, sur le sujet de la petite enfance, sur la crèche, Oui. il y a 14%
du nombre de capacités d'accueil d'enfants qui est servi. Ça veut dire qu'il y a quand même 86% 86% des d'enfants qui parents n'ont pas de parents, oui. qui recherchent une solution pour aller au travail, pour s'appuyer sur de la famille, sur une personne qui peut aider, sur une garde un peu informelle qui peut amener à des dérives. Donc voilà, il y a un potentiel énorme, mais c'est comment dire, pas uniquement de créer des systèmes de crèche au niveau de Cayenne, ça veut dire que c'est des besoins qui sont récurrents sur l'ensemble du territoire, que D'accord. ce soit Saint-Laurent, Camopi ou Maripasoula. Donc effectivement que les besoins au quotidien, le rêve qui peut paraître, je pense que le rêve du Parisien et le rêve du Guyanais en général, il y a Mmh. plein de services comme ça qui ne sont pas proposés, où on revendique et qui sont revendiqués pour avoir ce service. Et généralement, c'est du service social, parce qu'aujourd'hui, la grande distribution sur le besoin matériel, par rapport à il y a 30 ans, je pense qu'on peut tout acheter en Guyane et tout se faire livrer sur l'aspect matériel. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on revendique et le bonheur du quotidien, on est sur de l'immatériel, on est sur de l'humain, on est sur une société, tout le monde rêve qu'une société aille mieux entre de la cohésion, entre de l'intergénérationnel, de l'interculturalité, qu'il y ait moins de violence et plus une sécurité au quotidien pour emmener ses enfants ou dans ses habitations. Mais le rêve, il est là. Alors, dans la notion, dans le titre de l'opération, hein, qui est, je rappelle, une opération nationale, qui nécessite une certaine, donc qui doit respecter un cahier des charges, nécessite une labellisation qu'a obtenue la Guyane d'ailleurs. Dans le titre, il y a cette notion de start-up. Alors certes, start-up de territoire, mais la question que je voulais vous poser, c'est que peut-on espérer, hein, quand on participe à une action comme celle-là? Est-ce que ça veut dire qu'on va trouver un appui collectif? Parce que dans la notion de start-up, il y a la notion d'accompagnement des start-up. Hein, il y a la notion, c'est ce que recherche un porteur de projet, un créateur d'idées, quelque part, s'il va, alors il cherche un environnement pour sécuriser effectivement son projet et le faire et l'apporter qui passe de rêve à réalité. Alors maintenant, soyons clairs, est-ce que start-up de territoire, c'est pour que la Guyane passe dans son ensemble du rêve à la réalité, ou c'est pour que des porteurs de projets qui sont allés et qui participeront demain à votre journée puissent avoir un appui pour leur projet? C'est une excellente question, parce que j'ai peut-être pas assez insisté sur le fait qu'on est sur de l'entrepreneuriat. Mhm. Avant tout, l'entreprise, c'est générer un modèle économique viable. Mhm. Ça veut dire Mhm. qu'à l'issue de ce travail d'intelligence collective, derrière, il y aura une phase d'accompagnement des projets pour D'accord. qu'il y ait de l'entrepreneuriat, alors qui peut se faire de manière économique et qui Oui, peut sous se faire dans plusieurs une formes. Oui. dimension sociale. Quand on parle développer la seconde main, c'est-à-dire quelle entreprise demain, association ou autre, est en mesure Mhm. de développer ce système de recyclerie, en créant des emplois et en créant de la richesse sur le territoire. Et même chose au niveau des pratiques sportives. De plus en plus, Mhm. voilà, le sport, quand on a parlé d'avoir un sport encadré, ça veut dire qu'il y a des éducateurs sportifs, des gens diplômés, Donc il faut les qualifiés, supporter, il faut les pour, avec porter. des charges, avec une rémunération, Mhm. et comment construire cet entrepreneuriat de demain. Mhm. C'est pour Mhm. ça que la notion de start-up, elle a voulu être engagée. Et à l'origine, elle vient effectivement dans une région de France proche de Clermont-Ferrand, qui était avec un fort taux de chômage, où il y avait une usine construction de chaussures qui avait fermé. Ouais. Et en fin de compte, c'est les habitants et plusieurs demandeurs d'emploi qui se sont constitués sur la reprise de cette chaussure. Aujourd'hui, elle fonctionne. Ah ouais. Ça veut dire que c'est D'accord. une coopérative qui a repris, racheté justement tout l'investissement matériel de l'entreprise, et qui, de manière à but non lucratif, mais génère de l'emploi, donc avec un Mhm. modèle Mhm. économique, a pu perdurer sur ce territoire la production de chaussures et maintenir un certain nombre d'emplois. Mais ça veut dire qu'il n'y a peut-être plus la Donc tout ça, lucrativité ce sont nécessaire. effectivement des ambitions très larges, hein, parce qu'on peut évidemment avoir un modèle de ce type appliqué malheureusement à une ou plusieurs entreprises en difficulté en Guyane, qui pourraient être, pourquoi pas, reprises par les habitants d'un quartier, par d'autres personnes sous une forme à faire valoir. Donc je vois bien effectivement la démarche que vous initiez, que vous avez initiée depuis un an et que vous voulez poursuivre demain. Alors je vous demandais de mettre votre casque. Alors je sais pas lequel. Allez-y. Voilà, parce que nous avons un auditeur, une auditrice, hein. Ah oui, c'est Daniel, Jean-Daniel Le, hein, donc qui veut vous poser une question. Oui, allez-y. Oui, bonjour Jean-Daniel, vous êtes à l'antenne.
Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Daniel. Oui, Je souhaiterais poser une question à Monsieur Poquet. oui, il est là. Il vous entend. Voilà. Ah, c'est pas une question, ça. C'est un cri. Oui, alors, excusez-moi. Apparemment, vous lui souhaitez un... Joyeux anniversaire! Ah d'accord, c'est votre anniversaire, manifestement. Manifestement, ouais, effectivement, c'est l'année, c'est la Ah bah remontée de voilà. mes rêves, c'est mon anniversaire. Ah tous bah les ok, jours. d'accord. Mais un an de plus, Jean-Paul, effectivement. Voilà. Un an de plus aujourd'hui. Ouais, voilà. Mais ça me fait plaisir puisque Ah oui. ça n'avait pas été constaté. Donc, Ah oui, non, non, Mais non, merci en tout cas. Fallait déjà le savoir. Hein. C'est vrai qu'on Ah, prépare ah, nos émissions, mais on va à pas cette jusque-là. personne, Alors Jean-Daniel. Jean-Daniel, vous êtes donc Voilà. vous êtes proche de Jean-David Poquet. Apparemment, c'est bien le cas. Il vous Oui. connaît. Fière collaboratrice, effectivement, et bien sûr, on souhaite un très bel anniversaire à notre directeur qu'on chérit énormément, voilà, et de la part de tout le groupe APROCEP. Oh là là. Voilà, je crois reconnaître justement la voix d'une certaine Mégane. Il n'y a pas de Jean-Daniel dans les effectifs, mais elle est Et très mince, mauvaise imitatrice. Je suis Mais dévoilée. voilà. Mais merci en tout cas. Voilà, j'ai été gâté déjà dès ce matin par des chants dans tout le bâtiment. Et puis hier, c'était aussi un anniversaire d'un autre collègue. En ce moment, c'est les bougies tous les jours. Ah bah c'est bien, vous avez de la chance hein, dans le monde associatif, dites donc, c'est la fête tous les jours pour vous. Mais comme je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on est sur de l'humain, comme toute Oui. entreprise et toute collectivité qui gère du personnel aujourd'hui. Oui, je pense que si on arrive à fédérer et à impliquer nos salariés, c'est pas forcément avec les 40% de vie chère parce qu'on n'en a pas besoin, mais au moins, je pense qu'on a peut-être 40% de Alors là, bonne humeur en plus. Vous allez nous faire avoir des intervenants au téléphone. On Vous a, avez dit qu'on n'a on pas a besoin des 40%, on a misé sur les 40% de bonne humeur et puis d'amour collectif autour de cette aventure. Eh ben, c'est parfait. D'ailleurs, Mégane, il me semble, si vous êtes toujours en ligne, il me semble que votre Oui. nom a été cité à plusieurs reprises comme la cheville ouvrière de Ah bon. de cette belle opération. Ah, merci. Oui, bah écoutez, on essaie. On essaie. Voilà, donc quelle surprise vous nous réservez pour demain? Ah, alors, je peux pas tout vous dévoiler en même temps, Ah. sinon Ah. personne ne viendra. Donc, eh ben écoutez, voilà, des tables rondes qui seront animées par des super animateurs, un buffet également, des temps conviviaux. On va essayer de rendre cette soirée, on va dire, un moment fort, on va dire, dans la vie des citoyens qui s'engagent pour cette soirée-là. D'accord. Et je passe encore un petit message parce que les Oui. inscriptions sont encore ouvertes. Vous avez le lien sur les réseaux de Guyane Asso pour vous inscrire aux tables rondes. Il reste encore des tables qui ne sont pas encore ouvertes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On a besoin de vous. D'accord, ben vous faites bien faites bien le job, hein, mieux que votre directeur. C'est bien, donc c'est l'anniversaire, c'est peut-être pour ça. Ah. Bah, je vais me rattraper. Donc, On y en Jean-Paul, veut pas. vous êtes inscrit sur quelle table ronde alors? Moi, je pense que connaissance, ça va être sur le soutien aux entreprises locales et à la consommation locale. Vous m'avez dévoilé. Ah ben, on vous Allez. attend, Jean-Paul. Hein. Vous m'avez dévoilé hein, un sujet souvent d'actualité sur nos antennes, effectivement, et qui mérite de fortes réflexions. Donc, rendez-vous demain à 18h30, c'est ça, hein? Demain, ouais, 18h. 18h. 18h à l'accordeur. Waouh. Effectivement. Un peu Très de- bien, c'est ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Non, non, mais c'est nous qui vous remercions. Et puis, bon, je pense que M. Poquet est dévoilé, lui aussi, c'est son anniversaire Et aujourd'hui. exactement, je peux plus le cacher. Ouais. Il ne peut plus rien cacher. D'accord. Alors, un mot encore. Je vous en prie. Au revoir. Un mot encore Au revoir. sur cette manifestation de demain. Donc, dont l'objectif est d'arriver à réfléchir collectivement sur des solutions, sur les systèmes que vous avez évoqués. Elle se poursuivra comment après? Dans la démarche, on a déjà anticipé. Ça veut dire qu'à la restitution de la soirée, en fin de soirée, normalement, chaque table ronde et collectivement seront amenés au bout d'une heure et demie, 2 heures quasiment de travail commun, de faire une restitution de la vision la plus idéale pour développer ce type d'entreprise ou ce type de start-up pour la Guyane et pour le territoire. Et ensuite, il y a une deuxième phase, ce qu'on appelle, et qui sera entamée au lendemain de la soirée, c'est une phase d'incubateur. L'incubation du projet, c'est amener alors soit des structures qui seraient à créer, soit des structures qui pourraient développer ce projet de dimension environnementale ou éducative et voilà, les accompagner aussi.
Et puis, il y en a des fois, ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, des entreprises qui développent ce projet, mais de manière trop discrète, trop en sommeil, et qui méritent d'être D'être mise développées. en avant, ouais. Donc, dans ce cadre-là, donc, il y aura un incubateur qui s'appelle Catalyse, qui sera en charge d'accompagner. Alors, l'incubation, c'est pas de la formation. Et on a repris le modèle de nos amis qui sont à Catalyse à Amiens et qui travaillent justement à l'issue de la startup sur cette notion d'accompagnement. Ils nous ont donné tous leurs livrables, leur modèle pédagogique, leur formulation d'organisation. C'est vraiment 14 demi-journées où on travaille sur la posture et sur le projet et sur forcément le porteur de projet, sur son ancrage territorial, sur sa capacité de maîtriser l'aspect technique si c'est du développement durable, sur sa connaissance de l'économique, de la communication, de la gestion de la trésorerie, du juridique, tous les items du porteur de projet. Donc voilà, c'est vraiment de l'accompagnement. Alors on n'est plus dans de l'associatif ou dans de l'entrepreneuriat, on est vraiment dans de l'économie sociale et solidaire. On s'avertit sur des entrepreneurs à dimension sociale et environnementale. Et il y en a plus qu'on ne le croit aussi, qui sont présents à la CPME ou au MEDEF, enregistrés souvent à la Chambre de commerce, parce que je crois que dans la distribution, il y a un commerce de vente de vêtements de bébé pour de la seconde main, qui est sur un statut d'entreprise et qui agit au-delà de son modèle économique. Et voilà, elle agit pour le bienfait de la planète, et puis dans une dimension de recyclage, et puis aussi dans une dimension sociale, puisque c'est proposer des produits à moindre coût. Donc cet incubateur, voilà, ça sera la deuxième phase. On espère qu'on sera invité pour une autre émission, où on aura des promotions, et on espère avoir comme ça 1 à 2 promotions, parce que d'ores et déjà, pour avoir discuté avec des acteurs de l'Ouest et de l'Est sur Saint-Georges, les besoins sont considérables en termes d'offres de services qui sont inassouvis justement. Et c'est pour ça que la CAF, elle n'est pas très loin. Parce je voulais vous parler du rôle de la CAF dans la matière. On est dans de l'action familiale, que soit qu'on travaille sur les crèches, on en a parlé tout à l'heure, sur la petite enfance, ou sur des accueils collectifs de mineurs pour effectuer des centres aérés, des colonies de vacances, ou des séjours de vacances, du tourisme solidaire. Et puis ensuite, il y a aussi les centres sociaux qui amènent de la cohésion sur le territoire. En fin de compte, il y a beaucoup d'offres de services comme ça qui ne sont pas proposées sur l'ensemble du territoire parce qu'il y a un manque d'acteurs. Construire une crèche, je suis en plein dedans. C'est un vrai parcours du combattant. On doit les recevoir parce qu'eux aussi, ils ont de grosses difficultés. Il faut lever des fonds, il y a des moyens qui sont à disposition à travers de la construction jusqu'à 60-75%, mais il faut avoir de la trésorerie, il faut parler aux banques, il faut avoir un business plan, un plan de trésorerie qui est assez important. Alors, une personne de manière isolée, il faut qu'il ait une multitude de compétences ou qu'il puisse se faire entourer ou qu'il puisse travailler avec un réseau d'acteurs qui propose justement un retour d'expérience. Alors, on va prendre Daniel qui est au téléphone, mais après, ça me permet de faire la jointure et de vous demander de mettre votre deuxième casquette, celle de délégué régional de l'UDES, l'Union des entreprises de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous conseillez à celui qui aujourd'hui démarre en Guyane, avec les difficultés qu'on connaît, de commencer par le statut économie sociale et solidaire avant de basculer dans le grand marché de l'économie privée? Mais prenons Daniel d'abord au téléphone. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Allez-y, vous êtes en ligne. Oui, j'avais une question. Allez-y. C'était pour savoir, comme vous parliez d'entreprise ou de start-up, je veux savoir s'il y avait justement des potentielles créations ou s'il y en a eu fraîchement et dans quel secteur d'activité plus particulièrement. Et donc à but lucratif, bien entendu, parce que finalement, en fait, vous parliez d'associations et finalement d'associations qui prônent, on va dire, les circuits courts. Et du coup, on le voit à l'heure actuelle où finalement il y a tellement de choses faites localement qui passent juste par les réseaux sociaux. Et du coup, finalement, en fait, en soi, alors, pour se poser la question de créer une association avec tous ces acteurs-là, parce que vous parlez si des gens ont des idées, etc., qui viennent auprès de vous pour éventuellement les motiver pour aller plus loin. Mais cela dit, des fois, les gens, ils ont envie finalement de faire leurs choses, leurs trucs de manière, je dirais pas officieuse, quoi.
Informel. Ouais, informel, ouais, parce que l'idée c'est que je vais en finalement parler avec Jean-David. ils sont des fois sans activité, donc avec des D'accord. revenus assez bas et plus ça, ou bien des fois il y en a même qui bossent et font autre chose à côté, mais Ouais, c'est c'est juste ça. c'est juste pour mettre du beurre dans les Ce épinards, qu'on comme on dit. appelle un job d'appoint. Bon, Ouais, voilà, exact. Ouais. Daniel, ok, on va Merci, essayer de répondre à vos deux questions. La première, c'est qu'en fait, merci. vous demander à Jean-David Poquet de réexpliquer la démarche start-up de Non, territoire. c'est juste comment dire un exemple de Alors, ok. start-up qui aura pu se faire Alors, à but lucratif. vous inquiétez. Oui, même. Dernière. Oui, il y a des démarches. Je vais me permettre de répondre, Mhm. Jean-David, mais vous allez peut-être Merci. me confirmer. Il y a des démarches, effectivement. La démarche start-up de territoire est un peu différente. On a tenté de l'expliquer en première partie. Mais les démarches d'appui aux start-up, de pépinières, d'incubateurs, elles existent. Il y a d'abord le gros pôle qui est connu, maîtrisé par la CTG, qui s'appelle GDI, Guyane Développement et Innovation. Il y a ensuite d'autres démarches. On a eu. Je sais qu'il y a un concours là qui va se faire avec la mairie de Cayenne, tiens. La mairie de Cayenne appuie, donc cherche des créateurs de projets pour le faire. Il y a eu EDF, il y a le CNES. Bon, ces démarches sont des démarches, je dirais, presque individuelles. Et vous, votre démarche est plus collective. Nous, elle est vraiment collective. Alors, c'est vrai que, comme ça a été dit, il y a GDI qui est vraiment sur de l'innovation technologique, un petit peu qui est proposée. La notion de start-up, nous, on est vraiment dans une dynamique de création d'entreprise dans l'innovation ou une offre de service dans une dimension sociale. Social. Et je rajouterai environnementale aujourd'hui parce qu'elle est actuelle. Alors, avant toute chose, pour une entreprise ou une association, à but lucratif ou à but non lucratif, Alors, ça, mais pour sa pérennité, on en revient, c'est le modèle économique. Ça veut dire que une association, elle ne doit pas dépendre de subventions publiques. Aujourd'hui, elle doit avoir un véritable modèle économique pour arriver à mutualiser et vous pouvez le à offrir. redire, ça, parce que je pense que c'est effectivement important de bien faire ressentir. Là, on passe dans le deuxième thème que je vais aborder avec vous. L'économie sociale et solidaire, c'est pas le lucratif contre le non lucratif. Non, on a C'est pas la recherche de profit, d'accord, mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire du profit. on a exactement les mêmes obligations en termes social, en termes fiscal et autres. Mais dans l'entreprise, bon voilà, pour à but lucratif ou non lucratif, ça veut dire que s'il y a des dividendes, ils repartiront dans les actionnaires de l'entreprise. Et dans l'autre cas, pour une association, s'il y a des bénéfices ou des reports de ressources, ils ne partiront pas dans les actionnaires car ce sont des dirigeants bénévoles. Mais à partir de là, une entreprise, on se base aussi sur de l'employabilité. La lucrativité et l'ensemble des structures du groupe Aprocep sont des entreprises et revendiquent leur modèle économique. On a à peu près 400 salariés, on a des facteurs où on est en majorité, tout le monde nous dit, mais d'où elles viennent ces subventions? Mais on n'a aucune subvention. On vend de la prestation de service. Quand on a un organisme de formation qui est OFA, par exemple, qui est une association, contrairement à d'autres organismes de formation à but lucratif sur la place, ça veut dire que mais c'est le même mode. Ça veut dire qu'on a les mêmes prix quasiment. On est De toute sur manière, ils sont champ, presque, ils sont encadrés. Enfin, en tous on les est cas, ils sur sont un champ observés. concurrentiel. Ouais. On peut répondre à des marchés publics au même titre qu'on soit marchand ou non marchand. Alors après, dans la notion de start-up, je pense que cette innovation sociale, quand on regardait sur les tables rondes ou par exemple travailler contre l'isolement des personnes en commune isolée, peut-être que demain, lors de la soirée, il y a quelqu'un qui nous dira, moi, sur un statut, alors soit en entreprise, en auto-entrepreneur, ou soit peut-être par rapport à une association à but non lucratif, mais derrière, il va falloir des professionnels. On ne va pas que se baser sur du bénévolat. On peut dire que on est prêt à faire des démarches de course ou des démarches pour faire des démarches administratives sur Cayenne et relayées par Internet. Mais en contrepartie, on va facturer 15 euros ou 20 euros de l'heure du travail. Ou si on fait une demande de subvention, par exemple, on va prendre 10% ou 15% du montant de la demande de subvention. Mais on va effectuer cette démarche pour l'intermédiaire d'une personne qui n'aurait pas la capacité de l'effectuer parce qu'elle est sur un site isolé. Sur d'autres aspects, par exemple dans le domaine agricole, je reprends, où souvent dans les circuits, tout à l'heure Daniel parlait des circuits courts ou plus ou moins lointains, il y a par exemple la distribution de paniers qui se fait au niveau de la conciergerie. C'est la conciergerie qui est un intermédiaire et qui, à travers son modèle, je trouve que c'est une belle innovation en termes de start-up. Elle propose des services auprès de toutes les entreprises qui résident au sein même de l'accordeur.
Et dans ce cadre-là, elle propose des services. Elle fait venir un coiffeur une fois par mois pour améliorer la qualité de vie. Et elle propose des fois de la livraison de paniers repas d'agriculteurs qui viennent. Et puis elle propose aussi d'être relais pour la Poste, pour l'ensemble des entreprises et des salariés. Elle le fait gratuitement. Mais par contre, de l'autre côté, elle demande aux entreprises de dire on fait une offre de service pour vos salariés. Donc en contrepartie, on vous demande de payer un abonnement. Comme un forfait Netflix. Voilà, il y a un forfait de 50 € qui, dans le modèle économique, participe et on verra si c'est suffisant, pas suffisant. Et là, au niveau de la Alors hausse ça, des prix. vous êtes en train d'expliquer un modèle, effectivement, que vous pratiquez depuis maintenant un certain nombre d'années. Avant de revenir sur ce modèle-là, qui rencontre, comme le monde de l'entreprise de manière générale, des difficultés, on va en parler. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à Daniel pour l'instant suffisamment ou pas. Alors moi, je pense que ce que je voulais rebondir par rapport à ce que disait Daniel, et ça c'était un peu moi, je vais reformuler un peu son constat ou sa question, c'est sortir de l'informel. Parce que bon, on désespère de faire une émission pour faire rebondir tout le monde sur un article, une note de l'Institut d'émission qui a fait beaucoup de bruit, hein, qui constate ce qu'on sait tous, mais que personne ne veut dire réellement. C'est qu'à la date d'aujourd'hui, la part de l'économie la plus importante en Guyane, c'est l'économie informelle. Point. Voilà, à la date d'aujourd'hui, on est comme d'autres pays, malheureusement, où on s'épanouit. On ne s'épanouit pas. On exerce plus en dehors de toute formalité qu'en respectant des formalités qui deviennent trop pesantes. Ça, c'est. Voilà, mais on la fera, cette émission-là. Hein, on la fera un jour. Mais sortir de l'économie informelle, parce que c'est aussi un autre constat qu'on a pu être amené à faire, c'est que les gens qui sont dans l'informel, ceux dont parlait Daniel, qui grâce aux réseaux sociaux, vous parlez de panier solidaire, mais je sais pas, le gars qui vend sa petite production par WhatsApp, en faisant un groupe WhatsApp, qui vend du poisson, ou qui vend des... Bon, évidemment, c'est pas une entreprise. Évidemment, c'est pas une entreprise. Évidemment, il est au noir, il travaille au noir. Est-ce que lui, la première marche, ne serait pas un peu de rentrer dans une démarche plus collective et plus vertueuse? Alors, c'est vrai qu'il y a les micro-entreprises, on va en parler également, mais l'économie sociale et solidaire, le monde de l'association peut permettre de sortir plus facilement de l'informel. Mais Jean-Paul, c'est pas à vous que je vais le dire. Créer une entreprise, c'est très compliqué C'est sur très l'aspect compliqué. juridique, sur l'aspect comptabilité, sur les déclarations fiscales. Alors, on peut effectivement penser que le tissu associatif est un peu plus souple. Après, il faut qu'il y ait des valeurs de transparence, avec une gouvernance partagée, avec un conseil d'administration. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas non plus tout ce qu'on fait. Et puis, il y a une dimension collective qui est prépondérante. Après, je pense que la stratégie qui peut découler de ce type de soirée, et puis on espère un jour qu'elle soit aussi partagée par tout le monde qui fait de l'accompagnement, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font de l'accompagnement et on ne voit pas forcément les résultats attendus par rapport à l'accompagnement. Je pense qu'il faut inverser aussi le prisme et analyser les besoins des porteurs de projets. À quel moment on a été voir ces personnes qui font de l'informel pour dire quels sont vos besoins? On parlait tout à l'heure d'illettrisme. Est-ce qu'ils sont en situation d'illettrisme? C'est bien le problème qui est posé, c'est bien la difficulté qu'on a à 40% de obtenir. la population, Jean-Paul. Donc, c'est-à-dire Oui. quelqu'un, il a un savoir-faire, une technicité, je ne maîtrise pas la langue française en termes d'expression et d'écrit, comment je vais pouvoir créer mon entreprise? C'est impossible. Donc, ça veut dire qu'il faut soit mettre en place des programmes pour accéder au savoir de base, la langue française et autres, parce que généralement, tout le monde sait bien compter quand on est un chef d'entreprise. Ça, c'est universel. Même en informel, on sait très bien compter. Oui, surtout Et en puis de informel. l'autre côté, quelles solutions d'intermédiaires sont proposées pour régulariser? Ça veut dire vous ne savez pas faire telle chose et telle chose. Le type de coopérative, par exemple, c'est typiquement fait au niveau de la coopérative de Tumukumakop qui est présent, qui a été mis en place par le parc amazonien là-dessus. C'est permettre de proposer dans les communes de l'intérieur à tout artisan de s'appuyer sur une expertise administrative, financière pour répondre à des marchés publics. Mais ça veut dire toute cette gestion qui est hors technicité propre, elle peut être confiée de manière quasiment gratuite au niveau d'une coopérative. Il y a des solutions à travailler, à créer Je ensemble. vous interromps parce qu'il y a un secteur dans lequel les choses me semblent aller dans ce sens et qui est peut-être pas assez connu, ou que même peut-être ils reconnaissent pas cette capacité qu'ils ont, ou même ils la passent sous silence parce qu'à mon avis ils sont peut-être en marge de l'activité dite égale. C'est le secteur de l'agriculture. Les groupements agricoles dont on parlait, dont on se désolait avec le président de la Chambre d'agriculture qui ne soit pas assez actif, en fait, la plupart d'entre eux, notamment ceux qui se développent sur le fleuve Maroni, ce sont des groupements qui passent leur temps à dire aux agriculteurs qui sont des agriculteurs non déclarés, venez chez nous parce que vous avez besoin d'un certain nombre
d'amélioration de votre savoir-faire. Alors, c'est un sujet qu'on connaît très très bien, puisqu'au sein même de la PROCEP, on a 2 groupements. Également, des groupements, ce qu'on appelle des groupements d'employeurs. C'est ça. Voilà, Quand on adhère et on est dans un collectif, le groupement d'employeurs, et d'ailleurs le groupement de l'agriculture n'a pas tenu, l'ensemble des groupements d'employeurs dans le transport, dans beaucoup de secteurs d'activité, restent très fragiles. C'est difficile. Ce qu'il faut comprendre dans la coopération et dans le groupement, c'est qu'on mutualise. C'est pas une gratuité, ça veut dire que ce que je ne sais pas faire, je le confie à un groupement et je participe au financement du groupement. Il n'y a pas de gratuité. Souvent, on a un groupement, ça veut dire que je viens dans un réseau, je prends ce qu'il y a à prendre, et puis alors au moment de participer, je suis pas là et je paye pas ma cotisation. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une certaine forme de formation, d'information, de promotion à mettre en œuvre? Parce que face à ça, vous parliez, alors on peut aller dans le secteur du transport, qui est un secteur ultra concurrentiel, et dans lequel effectivement les groupements ne tiennent pas, sauf quand il s'agit de se mettre ensemble pour lutter contre celui qui vient de l'extérieur. Voilà, mais au même titre, quand il y a une obligation, comme un autre type de groupement qui est le GEC, le groupement d'employeurs qui était d'insertion et dans le bâtiment, les acteurs du BTP avec leur stratégie et le poids, c'est quand même des grosses entreprises du BTP qui ont compris, il y a des clauses d'insertion. Si on veut répondre aux clauses d'insertion, on ne sait pas faire de l'insertion parce que c'est pas notre métier, on est des acteurs du BTP, on va créer un outil, ça va nous coûter ce que ça nous coûte, mais on va répondre aux clauses d'insertion. Et on a résolu le problème. Et le but, c'est pas de dire je ne vais pas payer ce que je dois au GEC multisectoriel ou GEC BTP, parce que si je paye pas, je tue l'animal. Ou ça veut dire il est trop dépendant des subventions publiques. Et on a des subventions comme dans le domaine agricole où l'État notamment a dit bon, les premières années, c'est gratuit, donc on laisse la gratuité, mais quand il n'y a plus de gratuité, il faut que chaque adhérent puisse participer. Et c'est là où c'est une acculturation de manière générale. Et au niveau des services publics aussi, il faut acculturer les gens à dire, voilà, la mutualisation, on aime bien parler de ce terme, la mutualisation. La mutualisation, ce n'est pas de l'assistanat. On a un exemple très concret dans le secteur de la pêche avec, alors évidemment, là, il y a toute une bagarre, mais là, à mon avis, c'est la bagarre des chefs, qui pâtit d'un outil de mutualisation pour la valorisation des produits de la mer. C'est la fameuse marée, la marée qui a été mise en place et puis qui aujourd'hui se cherche un président. Donc ça fait une bagarre, il y a des bagarres partout. Donc voilà, mais là, la notion même de mutualisation, c'est vrai que si on ne l'intègre pas, et je parle là aux acteurs économiques locaux, associatifs, monde de l'économie sociale, c'est le même combat. C'est le même combat, mais on revient sur cette soirée justement où on essaie de développer cette culture de la coopération. Coopération, c'est faire ensemble. Les gens, ils aiment bien collaborer. Ça veut dire, si tu me donnes ça, je te redonne ça. Voilà, c'est une prestation de service qui se fait. Coopérer, c'est différent. Et tous les groupements, et notamment les groupements d'employeurs, on est dans le faire ensemble. Ça veut dire que s'il y en a un qui ne paye pas, c'est tous les autres qui sont co-solidaires. Et tout à l'heure, il y avait un terme qui était employé et sur le biberonnage. Mais notre société française et puis forcément guyanaise, on est acculturé sur de l'individualisme. Contrairement à nos amis anglo-saxons, on aime bien faire des holdings, des coopérations, où on travaille ensemble, on fait du win-win, mais on comprend qu'ensemble, on ira beaucoup plus loin que de travailler de manière seule et un petit peu individualiste, ou sinon, il n'y aura que les plus gros qui arriveront à s'en sortir dans ce secteur. Donc voilà. Ce qui malheureusement est un petit peu la base de la société capitaliste. Et aujourd'hui, dans les difficultés de trésorerie à la fois concurrentielles, de plus en plus, les stratégies sont de dire, attention, à l'unisson. On a parlé du groupe APROCEP. Chaque structure du groupe APROCEP pourrait travailler de manière individuelle. Et puis, s'il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus de trésorerie. Le fait d'être en groupement, et donc là, c'est encore une phase de dimension qui est encore plus haute qu'un groupement d'employeurs, ça veut dire qu'on travaille sur une stratégie et on est même prêt dans notre solidarité à se prêter de la trésorerie. Ça veut dire que s'il y en a un qui attend un marché, une subvention, qui est en baisse de trésorerie, qui n'a plus de trésorerie, et pour éviter d'être en cessation de paiement, c'est le principe de la holding, complètement de la holding. C'est pour ça qu'on se dit, un peu fièrement, on est une holding sociale. Et il y a des grandes holdings sociales comme ça dans le médico-social qui existent, dans le BTP, dans la grande distribution, dans la banque. Et on se rend compte à l'oublier, les assurances aussi. Que ce type de fédération et d'union, à l'échelle locale, notre petit tissu économique local, on peut arriver à prendre l'exemple et faire la même chose. Il faut, à notre échelle, on ne sera jamais des holdings de 3 milliards et autres, mais à 3-4, on se serre les coudes,
On a par exemple, demain, tout à l'heure d'ailleurs, on a un conseil d'administration où on a une structure associative belle structure, 8 salariés, c'est comme une entreprise, 10 salariés, qui nous a dit, voilà, nous, aujourd'hui, on ressent des fragilités sur l'aspect juridique, sur la trésorerie, sur la multitude de complexités qui vient de part et d'autre, à gauche et à droite, parce qu'on sent que la conjoncture est complètement mouvante et on ne sait pas comment on va être pris. On veut intégrer votre groupe. On veut venir dans votre groupe parce que on veut avoir une gouvernance, que les administrateurs échangent entre eux, que les directeurs échangent entre eux. Qu'il y ait de la discussion et des échanges, c'est important. Et ensemble, on sent que vous allez pouvoir nous apporter quelque chose et nous, on va pouvoir vous apporter quelque chose. Donc là, dans moins d'une heure, on va acter collectivement le fait d'intégrer cette structure. Ça va être la 7e structure. Une belle structure. Bon, je le dirai à partir de demain, une fois que ça sera acté. Voilà. Alors, je voulais vous dire, parce que même les belles structures dont vous parliez, là, à date d'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on a souvent on les a reçus, les syndicats patronaux des entreprises, donc du secteur concurrentiel, on va dire, et qui disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'il y a des difficultés. Alors moi, j'ai été assez étonné parce que j'ai lu, j'ai vu que vous-même, et là je parle bien au délégué régional de l'UDES, l'Union des entreprises de l'économie sociale et solidaire, un syndicat des patrons solidaires, que vous-même tiriez, vous aussi, la sonnette d'alarme, qu'il y a des grosses difficultés, que l'économie sociale et solidaire, extrêmement dynamique en Guyane, encore extrêmement dynamique. À date d'aujourd'hui, il commence à y avoir de plus en plus de difficultés, y compris pour les structures les plus importantes. Alors, je crois que la dernière fois, on était venu avec le chargé de développement de l'UDES, Jonathan Chelim, et puis on annonçait une restriction des subventions publiques, puisqu'on annonçait quasiment 53% de coupes budgétaires au niveau de l'État. Bon, l'impact qu'il va y avoir de l'État sur les collectivités va se ressentir également au niveau des plans de financement local. Mais je dirais que ça, c'est la première donne. Mais le double effet crise économique, c'est qu'on se retrouve avec des services publics qui, à toutes les échelles, des services de l'État, des collectivités territoriales, sont complètement aussi déstructurés. Ça veut dire qu'ils mettent de plus en plus de temps pour répondre à la procédure. Ça veut dire qu'avant, quand on avait le traitement d'un dossier qui se faisait en 6 mois, aujourd'hui, il se fait en 18 mois. Ça veut dire qu'à une entreprise, association ou une entreprise du secteur marchand, on peut nous dire on va travailler mais avec 2 fois moins. Soit on respecte les règles du jeu, on comptait le montant, on est des personnes responsables et on va s'adapter par rapport au budget. Mais si on nous répond en 3 fois plus de temps, ça veut dire quelle visibilité en termes de signature, de conventionnement, d'avance de prévention. C'est votre préoccupation principale, à vous également d'ailleurs. Aujourd'hui, alors moi je reprends ma casquette. Enfin, je dis, je parle au délégué. Chef d'entreprise, aujourd'hui c'est la non-réponse. C'est la non-réponse à tous les niveaux où personne ne veut prendre de responsabilité de dire oui, parce qu'on ne sait pas. Parce que il y a une explication à cela complètement. L'échelle du je ne sais pas, on ne sait pas au niveau national, au niveau du budget, du vote, du budget, du retard. C'est le magma politique dans lequel on est. Et même aujourd'hui, pour des opérateurs de compétences, puisque je suis impliqué dans un opérateur de compétences, sur la capacité... Qui finance la formation et donc la montée en compétences de l'ensemble des salariés de Guyane. Ça veut dire qu'ils nous disent, non, il y a un plafond qui a été fixé, et nous, on n'ira pas au-delà de 50% du plafond. Ça veut dire que la deuxième moitié, on ne prendra pas le risque pour le moment. Ah bon? On ne prendra pas le risque. Pour quelle raison? Personne ne veut prendre des risques. Il n'y a aucun service instructeur. On ne sait pas comment est-ce qu'on va être abondé. On ne sait pas comment on va se finir. Ça veut dire qu'il y a une anxiété générale au niveau de la société sur le plan économique et qui dépasse complètement l'échelle de la Guyane au plan national, voire au plan international. Puisque maintenant, en plus, il y a les risques internationaux. Avec des risques sur la montée du pétrole, sur l'impact qu'il peut y avoir, sur l'échelle politique aussi. On vient de finir les municipales. Demain, les présidentielles qui peuvent devenir quasiment anxiogènes. Celles-là aussi, elles sont un peu anxiogènes pour certains. Et voilà, donc dans cette conjoncture aujourd'hui, personne ne veut apporter de réponse. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'élément de réponse parce que ça puise dans toutes les trésoreries, aussi bien au niveau des entreprises du secteur marchand pour discuter avec des chefs d'entreprise, qu'aussi bien au niveau forcément des associations où il n'y a pas une liquidité, un potentiel de fonds de roulement, on n'a pas 2 ans de fonds de roulement, il y a 1 mois, 2 mois maximum. Là, je pense, j'ai une pensée particulière pour les centres sociaux qui ont vu un décrochement au niveau des décisions
qui impactait directement la caisse d'allocation familiale et qui peut avoir un report de 7 mois dans la mise en paiement des fonds qui étaient attendus. Alors, je sais Comment que c'est... tenir 7 mois, enfin n'importe qui, Voilà, enfin, mais c'est impossible. on revient un peu sur un spot publicitaire ou un message qui avait été envoyé par la FRBTP où à la fin, l'impact, c'est des employeurs qui vont dire à leurs salariés « J'ai des retards, j'attends des subventions, je ne peux pas vous payer. » Derrière, c'est des familles qui diront je ne peux pas payer mon loyer. Et ça veut dire que c'est une conjoncture qui risque d'être angoissante sur les délais à venir si personne au niveau des pouvoirs publics, et là encore à tous les échelles au niveau de demain, donc cette journée de start-up pour fédérer toutes les initiatives, mais au niveau des décideurs, entre les syndicats d'employeurs, entre les syndicats aussi des salariés, entre les élus locaux, les parlementaires et puis les services de l'État, voire, mais à mon avis, il va falloir que chacun y mette de la bonne volonté si on veut maintenir un tissu économique qui est relativement très fragile. Bien, bah écoutez, c'est sur cette parole d'alarme et cet appel. Alors, je veux juste vous dire qu'on a reçu donc les syndicats d'employeurs qui ont eu qui ont fait le même constat et on a conclu sur le même appel. Les syndicats ouvriers de salariés, même constat, même appel. Un appel il faut faire une espèce de grande messe, une de plus, mais ça il faudrait qu'elle soit efficace parce que l'économie de la Guyane est en train de partir à volo et ça risque on risque d'avoir des mois très très difficiles, notamment du fait, entre autres, il y aura toujours la faute à quelqu'un, mais là, avec en plus les risques internationaux, ça risque d'être très très difficile dans les mois à venir. Et justement, il y avait une association, je crois que tout le monde connaît, Trop Violence, qui rappelait le 9e anniversaire de 2017 sur toutes les revendications et le vent d'espoir qui était revendiqué à ce moment-là et qui appelle aussi à une marche, j'en profite, le 28 mars à 19h. Mais se rappeler à ce bon souvenir de la mobilisation générale où là, on voyait tous les élus, les employeurs, le secteur économique et autres qui étaient mobilisés. Je pense qu'on ne sera pas loin de cette mobilisation et on peut inviter tout le monde à participer à cette marche. Très bien, Jean-David Poquet. On a commencé effectivement en disant qu'on va... On va rester dans le rêve. Voilà, je vous invite à rester dans le rêve malgré tout, donc il ne se transforme pas en cauchemar. Surtout pour mon anniversaire. Surtout pour votre anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à vous. Merci Jean-Paul. De cet échange. On vous recevra à nouveau, vous l'avez dit. Et quant à nous, demain, je vous avertis dès maintenant, on commence notre série de réception des élus, maires, les nouveaux, les anciens. On commence, allez, à toute seigneur, tout honneur, la ville capitale. Madame le maire de Cayenne est notre invitée demain. À demain, dans quelques minutes, le journal d'Ed Medoudi. Au revoir.